Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur l'émission En marchant sur les traces des poilus, toujours consacrée aux épidémies de la Grande Guerre. Aujourd'hui, elle est consacrée plus particulièrement au typhus et à la grippe espagnole. La grippe espagnole, serait-ce une arme de communication employée pendant la Grande Guerre? C'est fort probable aussi. Mais avant tout, c'est un fléau, une maladie nouvelle qui s'installe et qui fait des centaines et des centaines de morts, à Paris notamment, chaque semaine. À tel point qu'on ne parle pratiquement plus de ce qui se passe sur le front de l'Est et sur le front du Nord-Est. La guerre passe aisément au second plan. On ne parle que de ce fléau, que de cette grippe communément appelée espagnole. Non seulement c'est Paris qui est atteint, mais toutes les régions de France, et bien au-delà, puisque beaucoup de pays sont atteints par ce fléau, y compris d'ailleurs les États-Unis qui sont rentrés en guerre en 1917, en avril 1917. Alors à nouveau, la médecine se trouve bien démunie. À tel point qu'il n'y a pas vraiment de médicaments curatifs, de doctrine nécessaire pour enrayer ce fléau. Juste des remèdes de fortune qu'on entend de bouche à oreille, ici et là, ayant pour conséquence de faire un peu du grand n'importe quoi. Alors on a recours à l'huile de ricin, même au formol, et au rhum. Figurez-vous que certains médecins le préconisent car, avec ses vertus, en faisant des grogues, il a un pouvoir stimulant. Alors beaucoup de personnes se jettent sur ce remède de fortune et la consommation est exponentielle finalement. Et les vendeurs abusent de ce fait pour justement spéculer honteusement sur le dos des gens malades, à tel point que finalement la ville de Paris décide de s'approprier ce domaine et de fournir 500 hectolitres de ce breuvage, de ce bon rhum, pour les donner dans les pharmacies. Les pharmaciens, stupéfaits, se disent, s'il est vendu sur ordonnance, pourquoi pas? Et c'est ce qui se passe. Le rhum va être vendu sur ordonnance dans les pharmacies de la capitale. Qu'il aurait cru que les pharmacies puissent vendre cet alcool? Alors, comme à chaque épidémie, correspond un train de rumeurs, plus ou moins avérées. D'ailleurs, c'est ce qui se passe beaucoup sur la toile actuellement avec le coronavirus. Que voit-on pas d'inscrits autant de bêtises concernant cette maladie? Eh bien, c'était pareil finalement à cette époque, en automne 1918. On entendait du grand n'importe quoi, des rumeurs infondées, qui, pour certains, donnaient le moral et pour d'autres, plutôt, engendraient plutôt une sorte d'amertume, une sorte de blessure, une sorte, disons, de stupeur même. Alors, on disait même à cette époque que les fleuristes avaient employé des gens pour confectionner les couronnes de nuit tellement qu'il y avait de décès dans la capitale. On disait même que les pompes funèbres enterraient de nuit. Certes, ça c'était vrai.
C'était simplement que finalement, il n'avait très peu de temps dans la journée pour enterrer tout le monde. Alors, quelle est donc cette origine de cette maladie, de ce fléau que l'on vient de découvrir? Est-ce les Américains qui l'ont importé lorsqu'ils ont débarqué en France, car il y avait quelques cas chez eux? Est-ce qu'elle vient vraiment d'Espagne, comme elle est appelée espagnole? À proprement parler, elle vient finalement d'Asie. Alors cette grippe espagnole causa une mortalité très exponentielle, très importante, plus importante que la guerre elle-même. Alors, comment elle est arrivée en Europe? Probablement par les États-Unis. On relève plusieurs cas chez les personnels d'un régiment américain dans le Kansas, au centre des États-Unis, qui furent contaminés par un virus d'une souche asiatique. Ces gens, lorsqu'ils débarquèrent en France, peu de temps après, contaminent à leur tour, sans le savoir bien sûr, de la population civile, et le fléau va aller crescendo, va se répandre à une certaine vitesse, assez rapidement d'ailleurs, parmi la population civile. Nous appelons ça la première vague. Alors, l'armée française va être touchée dans ses rangs dès le mois d'avril 1918. Dans une localité qui se nomme Villers-sur-Coudun, à proximité de Compiègne, dans l'Oise, où quelques personnels d'un régiment de territoriaux, donc des gens qui ont 34 à 40 ans, disons, et des personnels plus jeunes du 18e régiment d'infanterie, qui vont se trouver bien malades et qui vont contaminer plein d'autres personnels. Alors cette première vague, dont les traitements ne sont pas vraiment découverts, ce sont encore des traitements de fortune pratiquement, contamine beaucoup d'autres, et cette première vague va s'éteindre petitement vers la fin juin. Puis, elle reprend de plus en plus belle et de plus en plus grave au cours du mois de juillet. La propagation mortifère fait son œuvre, elle continue. À tel point que les gens malades épargnés au cours de la première vague vont succomber à la deuxième. Très fragilisés, ils vont mourir de pneumonie, d'œdème pulmonaire et de pleurésie purulente d'ailleurs. Et puis, cette vague va atteindre la région de Nancy peu de temps avant l'automne, l'apogée justement de cette deuxième vague, où le front de l'Est et le front de Nord-Est vont se trouver à leur tour contaminés, sans oublier pour autant la population civile d'ailleurs. Et puis, il y aura la troisième vague. Cette vague débute dès les premiers mois de 1919 et va aller aussi crescendo, très importante et très mortifère également. Nous pouvons relever dans les rangs de l'armée française 402 000 cas et 30 382 décès. Alors, parmi ces décès, je vais citer un poète célèbre, déjà à cette époque, Guillaume Apollinaire, qui était blessé au front, mais il n'est pas mort de sa blessure au front, à la tête, il est bien mort de la grippe espagnole, 2 jours avant le 11 novembre 1918, alors qu'il venait de se faire naturaliser français. Comment traiter ce fléau, cette épidémie,
qui cause tant de sévices parmi les militaires et la population civile. Au début de l'émission, je vais parler de moyens de fortune. Alors la médecine, bien sûr, elle est vraiment démunie à cette époque. Il n'y a pas de vaccin. Que faire? Alors les médecins vont essayer moult choses, moult traitements. Ils vont avoir recours à des saignées. Ils vont avoir recours à la pose de ventouses, aux injections sous-cutanées, de caféine, de digital, d'huile camphrée, d'essence de térébenthine et autres. Mais le service sanitaire préconise surtout des mesures prophylactiques car il faut à tout prix rendre la mortalité plus faible, en éviter les plus grandes conséquences possibles. Alors ces mesures, ce sont la préservation et les préventions, bien sûr. Et puis, il y a les rumeurs qui viennent du front. Les gens, quand ils partent en permission, gradés et poilus. C'est vrai que l'allemand est mal vu. Alors on lui met pas mal de choses sur le dos. Notamment la contamination de conserves arrivant d'Espagne. Également les fruits comme les oranges. Paraît-il qu'ils sèment des bacilles dans les conserves. Alors que chez eux, finalement, ils ont 400 000 cas de ce fléau. Alors eux aussi sont gravement touchés. Et puis il faut également préserver le service sanitaire. Alors on a recours aux masques et aux tampons de gaz imprégnés de désinfectants et au port des gants en caoutchouc. Finalement, tout comme aujourd'hui, pour lutter contre la propagation du coronavirus notamment. Cette épidémie causa en France un début de panique. En effet, on en parlait beaucoup, de trop même. Mais ce fait fut éteint finalement dans l'œuf, grâce aux bonnes nouvelles qui arrivaient du front. On parlait beaucoup de victoire et de la signature d'un armistice prochain. Et cette bonne nouvelle contribua à atténuer, à amoindrir fortement ce vent de panique qui prenait forme, et cela redonna le moral aux troupes, mais aussi à la population civile. Alors pourquoi grippe espagnole? Vous vous êtes posé sans doute la question. Dès lors qu'il s'agit d'une souche asiatique ayant transité aux États-Unis avant d'arriver en France et en Europe. Ce qui prouve bien qu'elle ne vient pas d'Espagne. Et pourtant, tout simplement parce que dans ce pays, où le sujet n'était pas tabou, où beaucoup de gens en parlaient librement, il n'y avait même pas la censure militaire, on en parla tellement si fort, surtout au moment où le roi Alphonse XIII en fut atteint par ce fléau. Alors là, les bouches espagnoles se délièrent de plus en plus, à tel point que cette rumeur, cette clameur publique traversa la frontière et finit par s'imposer en France, d'où son nom, la grippe espagnole. Et pourtant, les Allemands ne parlaient pas de grippe espagnole. Ils l'avaient appelée la grippe des Flandres, puis la grippe suisse. Pourquoi la Suisse? Tout simplement parce que c'est dans ce pays qu'étaient échangés les prisonniers allemands contre les prisonniers français.
déjà atteints par cette grippe en automne 1918. Voyez, la grippe espagnole a fait son chemin et est devenue espagnole pour la nuit des temps. Le sujet de cette grippe espagnole est désormais terminé. Je pense que cela vous a plu. La prochaine fois, nous verrons la typhoïde et un procédé révolutionnaire à l'époque qui vit le jour en 1916 pour rendre l'eau buvable, du moins potable, le procédé qui s'appelle la verdunisation. D'ici là, chers amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt.